Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la lettre 12, de cheminer sur la voie. Et donc la thématique générale est plus particulièrement sur s'ouvrir. Et c'est lié à deux choses qui sont un peu explorées dans la lettre, qui sont d'une part l'écoute et l'oubli. Pourquoi l'oubli? On va explorer un peu. Et puis l'écoute, c'est un peu plus logique, de premier abord. Pourquoi est-ce que l'ouverture serait liée à l'écoute? Alors comme à chaque fois, je vais d'abord vous présenter quelques livres qui ont été cités dans la lettre, et puis quelques autres avec lesquels vous pourrez approfondir la thématique. Alors on a cité le Chuang Tzu à nouveau, donc ça je ne vous le représente pas. Et sinon, on a cité un livre de Swami Vivekananda, Gnan Yoga. Donc Swami Vivekananda, c'était vraiment un yogi très important. C'est un peu lui qui a, on va dire, popularisé le yoga en Occident. Il est venu à la fin du 19e siècle aux États-Unis au Parlement des religions. Il a fait pas mal d'effets. Et moi, c'était un des premiers livres, en fait, au départ, qui m'a, après que j'avais déjà passé mon année en Inde, c'est un livre qui m'a permis de me familiariser un peu avec cette philosophie indienne. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec Swami Vivekananda, c'est que d'une part, il a une manière un peu, on va dire, occidentale, philosophique d'exposer les choses, mais en même temps, il raconte plein d'histoires. Et puis les histoires sont liées à chaque fois avec l'exposition philosophique qu'il est en train de faire. Donc ça vous permet d'une part, on a une certaine continuité à laquelle on est habitué, on est sur des thèmes, etc. Et en même temps, vous plongez en fait dans un univers culturel qui est différent. Et en fait, là, j'y pense. Oui, vous avez cet autre ouvrage, les yogas pratiques. Donc là, vous avez Karma Yoga, Raja Yoga, et je crois Bhakti Yoga. Et celui-là, donc le Jnana Yoga. Oui. Est-ce que tu peux les centrer un peu mieux? Je n'arrive pas à visualiser les titres. On ne les voit pas d'ici. D'accord. Et sinon, de toute manière, je vous enverrai les références. Mais donc, c'est Swami Vivekananda, et c'est Jnana Yoga et les yogas pratiques. Et Jnana Yoga Jnana, c'est la connaissance. Je me rappelle, ça c'était vraiment le tout premier grand livre que j'avais lu en fait sur le yoga. Puis l'autre livre que je cite, c'est, on en a déjà parlé de ce maître-là, Omar Mikhail Ivanov. Oui, en fait, parce que j'ai les deux caméras. Là, c'est trop bas pour la caméra pour YouTube, et là, c'est c'est pour ça que je suis un peu entre les deux. Et donc, c'est nature humaine et nature divine. Donc, c'est un peu ce lien, on a parlé entre ce que lui appelle l'individualité et la personnalité. Avec moi, j'ai beaucoup aimé la citation où il donne cet exemple de l'arbre. Et comment, en tant qu'être humain, en fait, on est entre ces deux natures, tout en étant autre chose aussi que ça. Puis la photo même du début de la lettre, c'est Robert Vachon, qui est ma grande inspiration de l'Institut interculturel de Montréal. Donc vous trouverez toutes les revues de l'Institut, les revues Interculture, vous pouvez trouver sur Internet en PDF. Mais il y a aussi un livre qui a été écrit de Robert Vachon sur vivre à l'interculturel. Et c'est un de ses amis, Joseph Baxter, qui a écrit le livre. Donc si vous êtes intéressé un peu par le cheminement, c'est biographique de Robert Vachon, ça peut vraiment valoir le coup. Puis il y a un livre que honnêtement je n'ai pas lu depuis très très longtemps, mais par rapport à la thématique, je me suis dit c'est vraiment... le titre est évocateur, c'est Esprit Zen, Esprit Neuf. Et c'est de Shunryu Suzuki, qui lui était vraiment, je crois, le premier maître zen qui a commencé à populariser le zen, d'abord aux États-Unis et puis en Occident. Et c'est toute cette idée, comment réussir à avoir un esprit qui est constamment neuf.
Donc il s'est un peu dégagé de tous les stéréotypes, de tous les conditionnements qu'on a dû accumuler. Hein. On ne peut pas vivre si on n'a pas justement appris et qu'on n'a pas une certaine structure. Mais en même temps, ça peut devenir une prison. Et donc comment cultiver en fait cet esprit à chaque moment nouveau, à chaque moment émerveillé, à chaque moment attentif en fait à ce qui se présente. Et pour terminer, alors ça je ne vais pas aller en détail, mais juste en réfléchissant en fait à la question de comment s'ouvrir en lien avec oublier. Parfois on est trop sérieux. Et on est trop sérieux, on est tellement sérieux que on veut tellement bien comprendre et puis on développe tellement les concepts, etc. que on n'arrive plus en fait à saisir ce qui se passe. Et une des manières pour court-circuiter ça, pour moi, c'est les histoires. Parce que les histoires, on apprécie l'histoire, on écoute l'histoire, et puis en même temps, il y a plein de choses qui sont dites dans les histoires. Et donc, il y a une série d'histoires qui sont très, très, très connues, on a déjà parlé, c'est les histoires de Moula Nasruddin. Donc, il y a Idriss Shah qui a fait toute une collection de 3 livres. Donc, les plaisanteries, je crois que ça, c'est les exploits de l'incomparable Moula Nasruddin. Puis vous avez les plaisanteries de l'incroyable Moula Nasruddin et les subtilités de l'inimitable Moula Nasruddin. Alors je les aime beaucoup ceux-là parce que la personne qui a fait les illustrations, je trouve, a fait un superbe travail de... c'est magnifique, vous avez les histoires et en même temps vous avez un très 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 beau travail en fait d'illustration. Donc c'est un vrai plaisir en fait à lire et à regarder. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Vous avez moi je suis un peu le collectionneur de tous les recueils en fait d'histoire de Nasruddin. Et un des recueils que j'ai, c'est une petite série. C'est le Seuil, édition du Seuil. C'est des tout petits livres, des recueils de contes. Et alors vous avez Nasruddin, vous avez les contes des sages taoïstes, vous avez les contes des sages soufis, vous avez les contes des sages juifs, chrétiens et musulmans. Donc c'est vraiment, ils sont magnifiques. Hein. Ces Seuils, c'est une collection dirigée par Henri Gougaud. Et vous voyez, ils sont, c'est joli. Enfin, j'aime bien quand les livres sont présentés, vous avez plaisir à ouvrir et à le lire. Et donc je vous parle juste de ça pour vous dire que les histoires sont vraiment une très 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 belle manière en fait de se recentrer et d'apprendre tout en oubliant un peu notre côté trop trop sérieux, trop intellectuel, trop accroché à vouloir avoir des résultats tout de suite avec ce qu'on est en train de faire. Et à ce propos, j'aimerais vous raconter 2 histoires qui me sont venues en réfléchissant à notre séance là, de cet après-midi. Alors peut-être que le lien n'est pas tout à fait immédiat, mais j'aimerais vous les donner. Et comme ça, en fait, je rajoute ça à la lettre avant qu'on commence à partager sur la lettre. Première histoire. Il était une fois 3 sages qui faisaient leur pèlerinage. Et l'un était un hindou, un yogi, et puis il y avait un chrétien, et puis il y avait Moula Nasruddin. Et ils se rencontrent, et donc ils décident de cheminer ensemble. Ils se sont dit, d'une part, c'est quand même plus pratique. Hein. À l'époque, il y avait les brigands, il y avait toutes sortes de challenges qui pouvaient survenir lors d'un voyage. Donc ils se sont dit, d'une part, ce sera une bonne chose en fait de cheminer ensemble. Et puis en même temps, ça permettra en fait d'avoir un peu des débats, hein, on va dire du dialogue interreligieux, hein, pour échanger un peu entre nos différentes voix et nos différentes approches.
Et donc ils cheminent déjà pendant un certain temps, ils commencent à bien se connaître. Et ils ont décidé aussi, chacun, c'est des moines errants, finalement. Donc chacun fait aussi sa quête. Et donc ils décident en fait chaque soir de mettre ensemble en fait ce qu'ils ont pu recevoir pour manger, puis à chaque fois de manger ensemble. Et un soir en fait ils ont juste réussi, il y a un des trois qui a réussi à avoir juste un tout petit peu de halwa. C'est la pâtisserie, la bonne pâtisserie qu'ils ont en Inde, le halwa. Et alors ils regardent ça et se disent, diviser ça en trois, personne n'en profitera, ça serait du gâchis. Donc c'est mieux que l'un de nous en fait le mange pour vraiment pouvoir apprécier. Mais qui? Alors, il se pose la question et puis il y en a un qui a une idée qui dit, écoutez, j'ai une idée, qu'en pensez-vous? On va mettre le halwa de côté et on va dormir, et celui qui aura le rêve le plus mystique pendant la nuit, c'est lui en fait qui pourra manger le halwa, le natin. Ça c'est une bonne idée. Alors, ils vont dormir, et ils se réveillent même un peu plus tôt que d'habitude. Et donc là en fait ils se réunissent. Et le premier, c'est le chrétien. Il dit, il faut que je vous raconte. Là, cette nuit, c'était absolument extraordinaire. J'étais profondément endormi, dans un sommeil profond. Et tout d'un coup, il y a une lueur, un rayon de lumière qui a transpercé les ténèbres de mon sommeil. Et tout d'un coup, je me rends compte que c'était une échelle. Et sur cette échelle, un ange est descendu et m'a demandé de le suivre. Alors je l'ai suivi et on est monté, on est arrivé à la porte du paradis. Et là, il y avait Saint Pierre en personne, qui attendait déjà avec ses clés, etc. Et puis il avait un grand registre et puis il me disait qu'il devait faire des formalités particulières parce que normalement tu vas au paradis uniquement une fois que tu es mort, mais que là, il y a eu une décision comme quoi lui avait le droit de faire une visite du paradis parce que c'était un tellement bon moine que les autorités avaient décidé que ça serait une bonne chose qu'il puisse voir en personne en fait comment était le paradis. Et donc on fait toutes les mesures nécessaires et puis il le fait rentrer. Et puis c'est Saint Pierre lui-même qui lui sert de guide. Alors il y a les chœurs célestes avec les anges qui chantent, il y a toutes sortes de choses. Et là, il y a Saint Pierre qui dit, écoute, ça c'est tout à fait exceptionnel, je viens d'avoir la confirmation, Dieu même veut te voir. Alors là, puis ils amènent au trône de Dieu, et puis donc, il a l'audience avec Dieu, et Dieu dit donc aux chrétiens, il lui dit, écoute, je t'ai fait venir parce que vraiment tu as mené une vie exemplaire, et les humains ont besoin, tu sais, à nouveau de témoignages, et tu as cherché. Donc voilà. Vois et maintenant retourne et témoigne de ce que tu as vu. Tu sais, parce que c'est pas uniquement du oui-dire, tu sauras, toi. Et donc ça sera très très important pour les humains d'entendre cette nouvelle bonne parole. Et là-dessus, donc Saint-Pierre le réescorte et puis le redonne à un ange et l'ange le ramène en fait dans son lit pour dormir. Et donc le chrétien, il dit, donc voilà, j'ai découvert ma nouvelle mission pour ma vie, enfin c'est extraordinaire comme rêve. Et là, les deux autres sont là, ils disent, ah oui, ça vraiment, c'est incroyable, ça n'arrive pas tous les jours, ça. Il y a l'hindou qui dit, moi, c'est curieux, parce que tu as fait un rêve comme ça très mystique, mais alors moi aussi, en fait, cette nuit, c'était tout à fait étonnant. Donc j'étais dans mon sommeil profond, vraiment sommeil sans rêve. J'étais complètement là dans l'espace infini. Et tout d'un coup, j'ai entendu un rythme, qui est devenu de plus en plus fort, de plus en plus fort. Je me suis dit, mais qu'est-ce donc que ce rythme? Et tout d'un coup, donc, je vois une lumière qui grandit. Et je vois un danseur, et je me rends compte, c'est Shiva qui est en train de s'approcher de moi. Il y a Shiva sous sa forme de Natyaraj, le seigneur de la danse. Et il dit, alors je commence à le regarder, et là Shiva vient vers moi et me dit,
tu as tellement pratiqué, tu étais tellement sérieux dans ta sadhana, que je me suis dit, il faut que je te donne aussi la vision, en fait, de ce que l'univers est réellement. En fait, tout l'univers n'est que ma danse. Hein, ma danse pour créer l'univers et aussi ma danse, en fait, pour défaire l'univers. Et donc là, regarde. Et donc là, en fait, Shiva continue à danser, mais il danse avec toute la manifestation de tout ce qui existe. Et donc là, le yogi, il est complètement submergé. Il voit en vrai, il est invité pour Shiva, en fait, dans le spectacle, pour lui, pour voir la danse de la création et de la dissolution du monde. Et donc il est profondément touché. Et à la fin, donc Shiva reprend sa forme, on va dire, plus individualisée, et lui dit, maintenant tu as compris l'harmonie cosmique, la grande danse cosmique. Et par rapport à ton yoga aussi, que tu pratiques et que tu dois enseigner, chaque posture que tu fais, en fait, est un de ces aspects de la danse cosmique. Et donc à partir de maintenant, quand tu vas pratiquer, quand tu vas partager, il y aura toujours en fait cette dimension de Shiva qui sera présente et qui va lier les gens à la nature profonde de ce qui est. Et là-dessus, donc il dit, voilà, je suis revenu dans mon lit et puis je... Voilà. Alors là, le chrétien, il est impressionné et puis... Alors les deux se tournent vers Moula Nasruddin. Ils disent, alors toi Moula, est-ce que toi aussi tu as eu un rêve comme ça, mystique? Et Nasruddin dit, ah ben moi j'étais profondément endormi, quand tout d'un coup j'ai entendu une voix, qui je crois était la voix de Dieu. Et la voix disait, mange Nasruddin. Je n'entendais pas, j'ai retendu l'oreille, et la voix disait, Nasruddin, lève-toi, mange le halwa. Et les deux autres lui posent la question, mais Nasruddin, qu'as-tu fait? Ah bah, j'ai mangé le halwa. Pourquoi l'histoire me plaît beaucoup? C'est que, justement, parfois, on veut tellement bien faire, et puis on étudie tellement, et puis on est dans tellement de concepts et d'imagination et de choses, qu'on perd le lien avec ce qui est. Et Nasruddin, là, mange. Et mange non seulement goûte, hein, c'est le fameux mot que j'aime beaucoup utiliser, goûter. Mais aussi, c'est pas vos spéculations, même les belles histoires, vos fantaisies, ou vos visualisations qui vont fondamentalement vous nourrir. Manger, c'est aussi pour se nourrir. Donc vous pouvez écrire une encyclopédie sur les pommes, les poires, tout ce que vous voulez, mais c'est bien de les manger aussi. Donc ça, c'est la première histoire. L'autre histoire, c'est la suivante. Donc il était une fois un chercheur, on va dire un chercheur de vérité. Et donc il avait trouvé en fait une petite communauté, il était très enthousiaste par tout ce qu'il apprenait. Et puis les gens lui disaient aussi à quel point il faisait des progrès, donc il était super motivé. Et puis il rencontre en fait une autre communauté, et puis qui disent autre chose, et puis qui disent non mais attends, ça se trouve ce que tu fais c'est pas correct là. Donc il commence à avoir plein de doutes. Et il se demande quelle voie suivre, est-ce qu'il est sur la bonne voie, est-ce qu'il n'est pas sur la bonne voie, Puis à un moment c'est même trop, donc il laisse tomber les deux voies, et puis il reste un peu chez lui, ça lui manque, parce qu'il il sait pas, il a de plus en plus de doutes. Et là il pense à un de ses amis, en fait, apparemment, qui suit un peu son cheminement, il ne s'est jamais trop poser la question en fait de ce qu'il fait, mais peut-être qu'il s'y connaît un tout petit peu. Et il va voir donc cet ami, il lui dit écoute, moi j'ai un gros problème là par rapport à mon cheminement, je suis vraiment un peu perdu. Enfin, est-ce que il y en a qui me disent de faire ça, d'autres qui me disent de faire ça, et puis je sais plus moi. Et l'ami il écoute, il dit oui, ça c'est une grande question métaphysique ça.
Bah, écoute, ce qu'il faut que tu fasses, moi je te donne un conseil, j'ai pas la solution, mais va, il y a un cimetière qui est pas loin, va la nuit au cimetière et demande aux morts. Et en fait, pour qu'ils te répondent, hein, il faut les louer. Hein, donc tu choisis, puis tu les loues un peu, puis tu essayes qu'ils te répondent. Et donc le chercheur de vérité va au cimetière la nuit, bon, il a un peu peur, et puis il se dit c'est un peu ridicule quand même, et puis il se dit il a vraiment envie de savoir, donc il se dit il faut tenter le coup. Et donc il voit une première tombe, une grande tombe, c'est un médecin réputé qui a créé un hôpital, etc., etc. Il dit ah ça c'est facile, celui-là ça sera facile de lui faire des louanges. Et donc il commence à dire grand médecin extraordinaire qui avait dédié votre vie à aider les autres, etc., qui veut même créer un hôpital et votre legs continue à durer, etc. Puis il fait. Et pas vraiment de réponse. Puis il essaye une autre tombe, et puis il essaye plein de tombes, vraiment tous ses talents d'orateur, etc. Mais bon, le matin il retourne chez son ami, et puis l'ami lui demande alors comment ça s'est passé. Il dit écoute, malheureusement, aucune réponse. Ah bon? Alors peut-être s'ils réagissent pas comme ça, vas-y, va les insulter. Enfin, il faut les réveiller parfois un peu. Ça se trouve, ils sont tellement tranquilles, etc. Parle-leur un peu franchement, quoi. Enfin, pour que ils te répondent. Dire, c'est quand même important ton cheminement. Donc, il faut quand même qu'ils se remuent un peu. Ah bon, tu crois? Ouais, vas-y. Donc à nouveau, il y va. Et cette fois-ci, il insulte. Même le même médecin. Pour qui te prends-tu? Tu as passé ta vie, etc. Mais en fait, était-ce vraiment parce que tu étais quelqu'un concerné par les autres? C'est ton ego, en fait, que tu voulais mourir. Tu voulais être un médecin, voilà, avec bien vu dans la société, machin, etc., etc. Donc, puis j'ose même pas dire tous les mots qu'il emploie. Hein, bon. Donc, vraiment, il insulte, il dénigre. Aucune réaction. Alors là, il est vraiment découragé. Hein, il va voir son ami, et puis l'ami lui dit écoute, là, je sais pas si t'as bien fait, hein, mais c'est étonnant, là, toujours pas de réponse. Écoute, il y a une autre stratégie, vas-y encore une fois. Ça, peut-être, si les deux autres stratégies n'ont pas marché, t'y vas, tu les ignores. Ça, c'est très difficile. Non. Les gens, tu sais, quand tu les ignores, ils veulent se manifester. Hein, donc, juste, t'y vas, ignore-les bien. Donc, il y va, il les ignore. Il se promène comme ça, vraiment en ignorant. Toujours rien. Alors là, il est vraiment complètement déprimé. Il va voir son ami, il dit écoute, vraiment, je comprends pas. J'ai vraiment mis en œuvre tout ce que tu m'as dit. D'abord, je les ai loués, toi, comme pas possible. Je les ai après critiqués, puis après, je les ai ignorés, etc. Mais rien, aucune réaction. Et là, tu as l'ami qui dit tu vois, c'est ça ton attitude que tu devrais avoir par rapport à ton cheminement. Qu'on t'encourage, qu'on te critique ou qu'on t'ignore, juste suis ta voix. Et donc vous voyez, c'est lié un peu cette histoire. Comment est-ce qu'on garde son centre tout en écoutant? À quoi on s'ouvre, à quoi on se ferme? Est-ce qu'on oublie? Et de quoi on se rappelle? Hein, donc je ne sais pas pourquoi les deux histoires me sont venues comme ça en préparant. Donc je me dis voilà, j'ai envie de vous les rajouter en fait à la lettre. Alors qu'est-ce que vous pensez de la lettre? Et puis donc la question de ouvrir, oublier, se rappeler. Déjà, pour s'ouvrir, en fait, pour suivre le chemin que. Enfin, ces histoires sont très belles d'ailleurs. Poursuivre ton chemin sans faire attention, en fait, en gros, c'est
attention aux autres, en fait. Enfin, je peux pas ne pas faire attention aux autres, mais enfin, la fin de cette histoire, c'est aussi dire, s'ouvrir en étant sincère, en faisant jamais se forcer, toujours être sincère dans tout ce que tu fais, dans tes pratiques, dans ton partage, dans ton hygiène de vie, en fait, quelque part. Et ça permet de s'ouvrir et ça permet aussi de pouvoir rester centré. Voilà. Pourquoi est-ce que s'ouvrir, c'est un défi? C'est pas un défi. Ça se fait naturellement, normalement. Si tout le cheminement se fait naturellement, logiquement, tu t'ouvres naturellement. En fait, toutes les choses viennent à toi aussi naturellement, comme tu t'ouvres naturellement. C'est pas forcé. C'est pour ça que je dis, si tu le fais si tu le fais sincèrement, normalement, il n'y a rien qui se force et tout vient naturellement. Je pense que c'est s'ouvrir, c'est s'ouvrir au monde, c'est s'ouvrir à la nature, c'est s'ouvrir aux personnes qui nous entourent, aux animaux, à tout le monde, quoi. Et alors, pour s'ouvrir dans ce volet, l'histoire qu'il y avait au départ, que je vous avais donnée, de Yan Hui qui va voir Confucius et qui lui dit j'oublie. Il dit j'oublie la bonté et la justice. Après, il dit j'oublie le rite et la musique. Puis j'oublie carrément tout. Alors pourquoi? Quel est le lien entre s'ouvrir et en fait oublier? Ouais, le problème qu'il y a, c'est pour ça que j'ai raconté la première histoire. C'est que pour vivre, on a besoin de beaucoup de. Il faut comprendre. Déjà, on parle un langage. On a une certaine idée de comment le monde fonctionne. Puis on est pris dans la société. Donc on a aussi un certain nombre de rôles sociaux qu'on va jouer, etc. Et donc toutes ces choses-là, d'une part, sont extrêmement utiles et nécessaires, mais en même temps, c'est aussi des choses qui peuvent devenir, dans le mauvais sens du terme, des masques ou des choses qui nous masquent en fait ce qui est ici. C'est un peu la question des stéréotypes. Vous voyez quelqu'un et pof, tout de suite, vous collez une image, une préconception que vous avez, avant même d'avoir rencontré la personne. Donc l'ouverture, si on veut s'ouvrir vers quelque chose, ça signifie qu'on doit déjà accepter de ne pas rester enfermé, on va dire, dans le monde qu'on connaît. Que ce soit le monde physique ou le monde mental. On doit créer une place, en fait, à l'autre. Et quand c'est par rapport à nous-mêmes, quand on est en train de pratiquer, ça rejoint un peu, toi, Françoise, ta question tout à l'heure par rapport quand il y a des visualisations aussi qui viennent, c'est que parfois quand on veut pratiquer et puis on veut vraiment juste aller, on va dire, à l'intérieur, et en fait il y a plein de choses qui sortent de l'intérieur de plus en plus. Et à nouveau on se fait entraîner par toutes ces autres choses. Et là tout d'un coup c'est comment est-ce que j'oublie entre guillemets tout ce bavardage qui vient pour me rappeler de la source d'où il origine. Ça faut se vider. Oui. Il faut se vider et puis il faut enlever toutes les enfin en fait faut enlever toutes les tensions, tous les œillères, tous les nœuds et essayer de si c'est une personne qu'on a en face, essayer de se mettre un peu toujours je sais pas si c'est dans la nature, tu te mets en harmonie avec la nature, si c'est avec la personne, c'est d'être avec elle, c'est écouter cet instant comme tu l'écoutais. Si tu pratiques, tu goûtes ta pratique en fait. Donc tu fais s'ouvrir, c'est pas avoir de hier en fait, peut-être. C'est pas avoir de hier. C'est pas avoir des principes et ne pas avoir. C'est juste le mot que j'ai pas compris, c'est pas avoir de. Regarde-moi, de hier.
Ah, d'œillères, ok, d'œillères, oui. Des œillères. Des œillères. Les œillères. L'œillère. Mais est-ce que vous avez eu parfois aussi le problème inverse? Pourquoi je vous pose la question? C'est que personnellement, c'est vrai que mon caractère, il est un peu, en partie, enfin au moins dans un certain aspect, il est un peu yang. Donc c'est pour ça que quand on est un peu yang, c'est pas mal d'essayer de compenser avec plus de yin. Il y a aussi un philosophe qui avait fait tout un travail sur le I Ching, le livre des changements, les 64 hexagrammes. Et en pourcentage, il y a plus de conseils dans les I Ching sur avoir une attitude yin que d'avoir une attitude yang. Alors qu'on pourrait se dire, pourquoi I Ching, c'est Tao, c'est yin-yang, il devrait y avoir 50-50, il devrait y avoir autant de conseils yin que de conseils yang. Et il dit, probablement une des raisons, c'est que la tendance naturelle des êtres humains, c'est qu'on fonce tête baissée, on va dire. Donc on est plutôt dans une attitude yang, et donc il faut contrebalancer par l'attitude yin. Donc par rapport à moi, je sais que moi je suis très yang, plutôt. Donc en fait, pour moi, ce que je vous raconte là, ça fait beaucoup de sens pour moi, parce que, et ce que tu dis aussi, Alexandra, parce que justement, comment j'ouvre? Comment est-ce que je m'ouvre aux autres? Comment est-ce que je... Parce que voilà. Mais en échangeant avec certaines personnes, je me suis rendu compte que certaines personnes sont très très yin. Et que eux, leur problème, c'est pas de savoir comment s'ouvrir au départ, c'est comment j'arrive à me centrer et à établir quelques limites. Parce qu'ils sont tellement empathiques par ce qui se passe, ou ils sont tellement pris par toutes ces choses-là, qu'en fait, eux, ce qui leur manque, c'est la conscience de leur centre. Donc pour certains, peut-être comme moi, on a la conscience du centre, et puis on n'en voit pas les autres. Donc on se dit, il faut que j'ouvre plus pour me mettre à l'écoute. Et pour certains, on est tellement, on va dire, dans les autres, ou dans ce qui est extérieur, qu'on a perdu de vue aussi quel est son centre. Et donc j'ai l'impression que quand on parle de processus d'ouverture, c'est toujours, oui, ouvrir, mais en même temps centrer. On n'a pas parlé tout à l'heure, quand on a parlé de Brahma Mudra, juste avant. Mais c'est intéressant, si vous voyez, on est dans l'horizontalité, on est dans la verticalité. Mais il y a les deux, en fait, qui doivent se rejoindre. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là, de la problématique de s'ouvrir? Donc l'ouvrir entre... Oui, mais si on s'ouvre trop, on peut aussi complètement se perdre. On n'est plus ancré. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'avant, il vaut mieux être centré, il vaut mieux savoir... c'est un travail, en fait. Je pense que c'est un travail qu'il faut faire sur soi d'abord pour pouvoir réussir à s'ouvrir complètement aux choses qui sont autour de nous. Sinon, après, ça donne n'importe quoi, effectivement. Pour mon expérience à moi, sur certaines choses, voilà. C'est avant, je dis pas qu'aujourd'hui, des fois, ça m'arrive aussi de perdre mon centre. Mais c'est un travail qu'on fait sur soi-même. Et ça, c'est vrai qu'on peut le retrouver dans la méditation, dans ma pratique de tai chi, me permet beaucoup de... Ça, voilà. Après, se centrer, je sais pas, ça peut être aussi dans la lecture, ça peut être dans pas mal de choses, en fait. Je sais pas si on a vraiment besoin de tout ça pour se centrer, parce que quand on est centré, voilà, je sais pas. En fait, c'est une question que je te pose. Là, on a un bon test, on va dire, par rapport au centrage. C'est que si vous êtes dans des conditions qui, pour vous, sont, on va dire, connues, voire agréables, on peut se sentir très centré. On va dire, on a son train-train quotidien, on a son petit rituel, on a son truc, les choses fonctionnent bien, etc. Ça va, on est centré, on est super zen. Et puis vous avez quelque chose qui arrive, tout d'un coup, je sais pas, la chaudière qui fonctionne plus, ou enfin, ça c'est encore des petites choses.
Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on s'énerve, on a peur, et tout d'un coup, le centrage, il est plus du tout aussi centré. Vous allez dans un autre pays. Enfin, moi, c'était quand j'étais allé en Inde, quand j'étais jeune pour faire mes études. Et le climat était complètement différent, la nourriture était complètement différente, la manière de vivre était complètement différente, etc. Ben là, vous savez plus où vous êtes. Vous pensiez que vous étiez très centré, bien assis, etc. Et puis tout d'un coup, les circonstances de la vie font que tous les repères, vous les avez plus. Et vous êtes désarçonné de votre assise. Et donc c'est là que vous vous rendez compte, entre guillemets, j'ai perdu mon centre. C'est comme quand on fait par exemple certaines pratiques un peu pousser des mains ou des choses comme ça. Même on se fait pousser. Mais petit à petit, on commence à maîtriser. Et puis on dit, ah là, je suis centré. Mais après, on va commencer à, peut-être si on aime ça, à faire du combat. Puis là, on se rend compte, oui, mais le centrage qu'on avait quand on était quand même en train de gentiment pousser, et entre le fait que quelqu'un nous tape dessus, qu'on a mal et qu'on a peur, etc., le centrage, à nouveau, ça devient un peu autre chose. Et en même temps, cet apprentissage du centrage, donc c'est, je vais vers la périphérie, elle me montre où est mon centre. Vous savez, quand on fait l'épée, ce que j'aime beaucoup dans le tai chi, la périphérie est plus loin. Donc quand je vais aller chercher, je vais vers la périphérie, mais ça m'oblige à approfondir mon centre. Donc en fait, à chaque fois que vous élargissez aussi votre vision, à chaque fois, quelque part, ça vous aide à mieux prendre conscience où vous êtes. Si vous avez vous tenez comme ça, ok, vous avez votre équilibre, mais vous avez que ça. Si vous commencez à aller plus loin d'un côté, je commence à tomber, donc je me rends compte, je n'avais plus mon équilibre. Donc à chaque fois, plus vous allez faire ça, plus en même temps, vous allez faire ça. Donc plus en fait, à l'horizontale, le cercle s'ouvre, plus à la verticale, en fait, notre axe, on va dire, elle va s'approfondir, elle va se centrer. Et donc le travail avec les autres, donc le travail avec l'ouverture des autres, l'écoute dont parle Robert Vachon, pas uniquement avec les oreilles, mais avec le cœur et plus loin avec notre âme, finalement, il va nous aider justement à nous centrer aussi. Donc la dynamique, c'est une double dynamique. Et c'est pour ça que je disais aussi au départ, et c'est pour ça que j'ai terminé avec l'histoire de Omar Mikhail Ivanov à la fin, c'est... Souvent, on parle du côté ouvrir, oublier, lâcher prise. Oui, mais on ne parle pas de l'autre aspect qui lui est fondamentalement lié. Oublier pour se rappeler de quoi? S'ouvrir, mais en étant centré où? Se vider pour accueillir quoi? Et si vous laissez de côté ce deuxième aspect, là, vous risquez de vous retrouver très décentré. Parce que quand les taoïstes, là, Parce que les taoïstes, là, quand ils vous disent oublier, ils ne sont pas en train de vous dire devenez des imbéciles profonds. C'est comme, je crois, c'était le Dalai Lama qui avait fait une fois la réflexion. Elle a dit si la méditation, c'était juste ne pas penser, toutes les vaches devraient être des grands maîtres d'éveil. Peut-être on n'est pas gentil pour les vaches, mais bon, c'est ce qu'il avait dit. C'est pas la vache qui regarde passer le train qui devient éveillée parce qu'elle est là avec, entre guillemets, alors on ne sait pas, c'est nous qui imaginons qu'elle a l'esprit vide. Mais donc si vous mettez devant les trains, juste regarder les trains comme ça, c'est pas ça qui va augmenter votre compréhension de ce que vous êtes. C'est pour ça quand on parle aussi dans beaucoup de traditions de retrouver une seconde innocence. Oui, on parle bien d'une seconde innocence, donc vous êtes innocent au départ. Il y a même la racine en français que innocence, c'est aussi un peu simple d'esprit, dans le mauvais terme. Mais la seconde innocence, c'est celle qui a aussi toute l'expérience. Quand Yen Hui dit à Confucius,
Je progresse. Que veux-tu dire par là demanda Confucius. J'oublie la bonté et la justice. J'oublie le rite et la musique. Ben, pour les oublier, il faut d'abord avoir connu. Vous ne pouvez pas oublier quelque chose si vous n'en avez jamais entendu parler ou si vous ne le connaissez pas. Donc c'est comme avec, on a parlé une autre fois, il faut quand même d'abord avoir un ego qui fonctionne. Si vous ne savez même pas fonctionner dans la vie, comment vous voulez renoncer à votre ego? Enfin, faut le mettre à sa bonne place. Il faut d'abord que vous acquérir certaines choses et après, quand on dit oublier, renoncer à l'emprise qu'ils peuvent avoir sur nous, parce qu'on se rend compte que c'est juste un aspect qui est là. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur, cette discussion-là, parce que la plupart du temps, j'entends que ce premier aspect. Et après, donc les gens aussi, par rapport à la méditation, ah oui, je veux la technique qui me permet d'être là et je fais le vide, des plats de pensée, etc. Oui, mais le cadre de votre technique, on en a déjà parlé, de votre pratique. Comment vous vivez votre vie? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous faites le lien entre vos expériences et comment vous vivez tous les jours? C'est extrêmement important. Mais si vous enlevez un de ces aspects-là, ben en fait, votre oubli, ça devient... oui, bon, c'est magnifique. Et encore. On va se shooter au... Est-ce que je peux faire part d'une expérience justement à propos d'oublier pour se recentrer? Alors, c'est mon coach en peinture qui m'a donné un nouveau travail qui consistait à faire une peinture d'après une sculpture de Rodin, mais en la mettant à l'envers. C'est-à-dire, je la retourne, je la mets à l'envers. Et du coup, j'ai trouvé que justement, je pouvais tout à fait établir un parallèle avec cet oubli et ce centrage, etc. Parce que ce travail-là fait que je suis obligée d'oublier mon centrage personnel, c'est-à-dire mon savoir sur comment dessiner, peindre, etc., pour me mettre dans le centrage d'un autre. À l'envers, je n'arrive pas à voir ce que ça représente. Donc, je suis obligée de faire un travail pour aller dans le travail de Rodin en train d'attaquer la pierre et de creuser des sillons, des lignes, etc., pour en dégager des formes. Et je trouve que je peux faire un parallèle avec ça et mon expérience de la vie un peu comme toi, c'est-à-dire en me retrouvant dans des endroits où la culture est tout à fait différente et où les valeurs ne sont pas les mêmes. Et donc effectivement à ce moment-là, pour s'adapter, l'oubli de soi, il est nécessaire. C'est presque un moyen de survivre. Et c'est aussi un moyen d'aller à la rencontre de l'autre et dans cette rencontre, de redécouvrir son propre centrage. Se dire, mon centrage, je le croyais là, il est peut-être un peu plus là. Et là même, on parle de centrage et même déjà, on ne se rendait même pas compte qu'on était centré quelque part. Parce qu'on avait l'impression que c'était comme ça. Et c'est l'autre qui te fait prendre conscience que non, on peut fonctionner de manière complètement différente. Et je trouve que ce que tu dis, c'est très beau parce qu'on a eu une discussion, enfin un tout petit échange avec Françoise juste avant en fait. Et tu faisais la remarque aussi par rapport à l'art. Que une manière de s'oublier soi-même, c'était justement aussi quand on s'inscrivait dans une continuité historique. On reprend des œuvres qui sont là avant, on les copie, etc. Et donc quand on fait ça, on est aussi, comme on est dans une
lignée hein, ou dans un fleuve de choses qui sont là, quelque part, ça nous enlève un peu de nous uniquement, hein, puisqu'on s'inscrit dans un fleuve plus vaste. Et là, ce que je trouve que tu dis là, ben, ça renvoie aussi à ça. Quand on est, par exemple, dans une autre culture, il y a nous-mêmes, en fait, on se rend compte peut-être un peu plus où on est situé, mais aussi où on est situé par rapport au fleuve auquel on appartient, qui est notre culture d'origine, hein, qui pour nous est invisible. Et quand on est en contact avec une autre culture, tout d'un coup on commence à se dire ah ouais, d'accord, moi c'était un fleuve, mais en fait il y en a d'autres. Et donc c'est quoi mon fleuve? Et donc moi je sais qu'une des choses qu'a fait la rencontre interculturelle, c'est que ça m'a rendu vachement plus curieux de ma propre histoire culturelle. Hein, de dire, bah, en fait, mes Européens, c'est quoi? Alors, parce qu'on se rend compte, je ne suis pas tout à fait indien ou je ne suis pas tout à fait chinois, pourquoi? Puis il y a des choses comme ça qui viennent de manière personnelle. Puis on se dit, oui, mais d'où ça vient? Alors, il y a peut-être des choses qui sont plus psychologiques, mais il y a beaucoup de choses qui sont plus culturelles, historiques, etc. Donc, tout d'un coup, à nouveau, il y a des mondes et des mondes et des mondes qui s'ouvrent et qui, en même temps, on pourrait s'y perdre. Mais en même temps, c'est tous ces mondes qui s'ouvrent bah, nous permettent, en fait, de mieux en mieux, en fait, de nous connaître. John, toi, tu as dû vivre aussi un peu ce genre d'expérience, non? Avec ton interculturalité à travers les continents. Pour l'exploration du point de vue de l'autre et les chocs sur soi-même que ça représente. L'ambiguïté après vient de ce que, ayant expérimenté des côtés positifs chez les uns et les autres, on s'attend à pouvoir, comme dans un bon buffet, la prochaine fois qu'on est chez nous, tranquille, où on est revenu, où on considère qu'on est chez soi, mettre en valeur ce qu'on a appris et en profiter. Et le problème devient double. Parce que d'une part, on a envie d'avoir tous les côtés positifs des différents endroits qu'on a vus, ce qui n'arrive pas. On peut rapidement devenir amer d'être dans un endroit qui n'a pas tous les biens qu'on a vus ailleurs. Ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur et du jugement dedans. Et le deuxième piège, c'est vis-à-vis de l'intérieur et du jugement des autres. C'est qu'après, on devient quoi quand on est celui qui a voyagé dans tous les autres endroits? Qu'est-ce qu'on ramène et qu'est-ce qu'on amène à notre société? Parce qu'en général, dans beaucoup d'histoires, il est question d'avoir une ligne basale au début. Ensuite, bam, vient un événement fondamentalement changeant pour la personne, dont il faut qu'il découvre, il s'adapte, il demande de l'aide. En tout cas, il y a une ouverture. Et ensuite, toujours pour qu'une histoire soit bonne, revenir où on était avant avec un changement que l'histoire a permis l'enrichissement d'un contexte. Et alors, une fois qu'on a fait le tour du monde, on revient, on rapporte quoi à qui? On est qui pour eux? On est qui pour soi? On veut quoi pour son épitaphe à la fin de notre histoire? Et on veut avoir quoi au quotidien à ramener aux autres? Ça devient rapidement une perte d'identité et très frustrant. Là, il y a intérêt à savoir se recentrer. Parce que sinon, à quoi sert la richesse si ce n'est pour la partager avec d'autres? Et faut-il encore qu'ils l'apprécient? Là, ils n'ont pas le même référent, ils n'ont pas la culture, ils ne comprennent pas l'intérêt de ce qu'on leur propose, ils ne voient pas l'utilité de l'appliquer. Ils l'appliquent, ils aiment ce qu'on apporte, mais ils ne veulent pas le faire eux. Ils le valorisent et ils veulent le faire, mais ils n'ont pas les référents qui font qu'une fois que toi tu n'es plus là, ils peuvent continuer. À supposer qu'on leur apprenne et qu'ils aient encore tout ça, décidément pas de chance, puisque comme le monde est dynamique, même l'endroit où nous on est revenu, où on pense ça y est, je suis revenu en France, j'ai fait le tour, mais en fait c'est faux. C'est plus la même France. En moralité. Et donc, on est facilement perdu dans toutes ces histoires. Et au bout d'un moment, on ne sait plus si c'est nous-mêmes qui avons changé, si c'est l'extérieur. Ce qui fait que toutes ces matrices d'interprétation sont assez difficiles à résoudre, in fine. Ce à quoi tu me fais penser, tu vois, ça fait vraiment je trouve un lien très très fort avec la thématique de oublier. C'est... il y a deux aspects. Comme tu dis, la rencontre avec l'autre, on découvre des choses.
et parfois négatives, mais beaucoup de choses aussi positives. Et d'ailleurs, parfois, on dit qu'un être qui est plus spirituel, c'est un peu comme les abeilles. C'est que chaque être qu'on rencontre a des bonnes choses, donc on va butiner. Puis on va prendre le bon pollen un peu chez tout le monde, et puis on fait du bon miel avec. Alors que d'autres personnes, ça c'est une autre image, vous prenez la chenille et le papillon, la chenille elle va partout, elle mange les, les feuilles, toutes les plantes crèvent, c'est terrible. Que le papillon, non, une fois qu'il s'est transformé, voilà, pareil, il peut butiner, etc., mais il détruit plus. Mais donc ça, c'est le côté positif. Qu'est-ce qu'on peut prendre effectivement des autres et comment est-ce que ça peut enrichir, enfin, comment on peut faire notre propre miel aussi qu'on peut partager. Mais je crois que fait partie aussi de ce miel, ça c'est l'autre aspect que tu es en train de dire, c'est à chaque fois, Chogyam Trungpa parle de le non-espoir. À chaque fois, quelque part, il y a une promesse, dans une belle rencontre ou dans un bel endroit, etc. On dit, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, c'est un espoir. Et puis on dit, voilà, allons-y, explorons ça, on va le faire. Et puis on explore le truc, et puis à un niveau vraiment fondamental, non, ça, c'était pas la solution non plus. Et là-dessus, on essaye un autre truc. Et d'ailleurs, même quand on est sur place, on peut le faire par rapport à des activités. Je commence le yoga et puis alors je me mets au tai chi. Je passe au karaté. Non, finalement, c'est la musique, c'est la batterie. Ou peu importe. Non, c'est la flûte maintenant. Peu importe. Donc on essaye plein de choses. Puis à chaque fois, on arrive au résultat final qui est je suis toujours pas plus fondamentalement en paix avec moi-même. Et Trungpa donc dit une belle chose. Donc ça, c'est l'approche bouddhiste. Il dit donc, c'est pas le désespoir, le non-espoir, c'est autre chose. C'est qu'on a vraiment authentiquement plein d'enthousiasme, on a essayé tous les trucs, et puis on se rend compte que non, que c'est sans espoir, il n'y a pas d'espoir, non, c'est à nouveau, ça marche pas. Et du coup, dans sa perspective, il dit, alors on peut le voir de manière terrible, parce que on n'arrête pas d'être déçu. Mais il dit, mais à un certain moment, quand on est déçu, tout d'un coup, ça crée un espace immense. Parce qu'on perd un peu l'illusion de son moi, je vais conquérir le monde, je vais trouver la solution, etc. Et on en arrive à non, moi je suis personne, moi je suis un petit grain de sable, là. Alors bon, on est plus qu'un petit grain de sable, mais en même temps, il dit, oui, mais on est un petit grain de sable, mais alors, comme je suis un petit grain de sable, je ne gêne rien. Je suis tout petit, il y a tout l'espace autour qui est magnifique, etc. Et donc en fait, tout d'un coup, il y a une redécouverte en fait de toute la richesse de la vie pour laquelle on n'est plus soi-même, entre guillemets, responsable pour tout changer. Mais en faisant quoi ? En s'alignant par rapport à ce qu'on est de manière plus profonde. Et donc je crois que ton expérience, je trouve que tu l'as très très bien illustré, comment d'une part, il y a ce yin-yang. Il y a d'une part le côté qu'on veut prendre, on veut rapporter des choses, etc. Mais en même temps, il y a la désillusion de voir que finalement, comment est-ce qu'on peut, et puis comment ça marche, et qu'est-ce que ça veut dire, et puis qui suis-je, etc. Et donc ça nous renvoie vers l'autre côté de dire, au-delà de telle pratique, au-delà de telle chose, au-delà de... Fondamentalement, c'est quoi le Sean, ou l'Alexandra, ou le Françoise, ou le Christophe, ou qui est en train de se manifester. Et je crois que là, à un autre niveau, on en arrive à devenir plus simple, dans une certaine mesure, dans notre interaction avec les autres. Et cette simplicité-là, vous avez dû le vivre aussi. Moi, je l'ai vécu pas mal de fois. En étant dans des cultures, tu ne parles pas la langue. Puis tu partages comment avec des gens avec lesquels j'ai passé parfois du temps. Quand je suis en Chine, je ne parle pas vraiment chinois, mais bon, mes amis chinois là-bas. Puis tu manges ensemble, tu essaies de communiquer comme tu peux, et puis tu te rends compte qu'il y a plein de manières en fait de partager qui sont pas dépendantes de plein de concepts très compliqués en fait. J'ai un de mes amis, je pense juste à cette anecdote, il était au sud de la Chine, on lui a prêté une bicyclette, c'est un Belge, il est de Bruxelles, et je sais pas, ça lui plaisait bien, et puis il n'aime pas prendre l'avion pour différentes raisons. Et donc il a décidé de rentrer chez lui en bicyclette. Et ça lui a pris à peu près une année.
Et il m'a dit, ce qu'il a vraiment observé, une des grandes leçons qu'il a apprises, c'est que la grande différence, elle n'est pas culturelle, il a dit, c'est entre les gens, entre guillemets, qui ont de l'éducation, qui en ont pas. Hein, il a dit, quand j'étais en bicyclette et que j'étais genre à la campagne quelque part, t'arrivais dans un village, les gens, tout de suite, ils venaient, ils te disaient, vous avez soif, puis si tu veux dormir, dors là, et puis on te donnait à manger. Enfin, l'approche naturelle, c'était ça. Dès qu'il était en ville, même si c'est lui qui demandait est-ce que de l'aide ou quoi que ce soit, c'était tout. C'est quoi ce gars, c'est louche, qu'est-ce qu'il me veut Il y a tout de suite en fait une autre approche, beaucoup plus intellectuelle en fait qui venait, qui était beaucoup plus méfiante. Et il a dit, et ça vraiment du sud de la Chine jusqu'en à Bruxelles, hein, avec tous les pays qui y a entre, il a dit ça c'était un invariant partout. C'était tout le temps comme ça. Et ça m'avait beaucoup interpellé parce que moi je suis le premier, j'étais quand même à l'université, etc. Donc la connaissance c'est important, mais parfois on en perd une approche simple. Quelqu'un qui a soif, tu lui donnes un truc à boire, enfin si vraiment il a... Voilà. Et je crois que le genre de cheminement que tu décris un peu, il nous ramène aussi sur certaines choses à l'essentiel. Justement, on sait après, la personne ne va pas forcément ni comprendre ce que je lui raconte si je lui raconte des choses trop compliquées, ou alors ça ne va pas forcément l'intéresser vraiment, à long terme. Donc on accepte ça, on dit on est ensemble là, et puis on prend un petit verre, et à la rigueur je te raconte mon truc, et puis si t'as oublié demain, c'est pas grave non plus. Hein. La vie elle est plus vaste. Qu'est-ce que tu en penses ? J'aime bien ce que j'entends. La particularité, je dirais, de celui qui voyage en vélo avec une destination ultérieure qu'il n'a pas encore atteinte, qu'il n'y a pas l'illustration de la nécessité d'une construction sociale sur laquelle tu vas dépendre dans un futur. Une fois que tu considères que tu es arrivé chez toi, ou dans mon cas, moi, lorsqu'après avoir vécu dans pas mal de pays, je m'établis dans ma maison, et encore davantage une fois qu'on a un enfant dans cette maison, le jeu change. Parce qu'à travers l'enfant, j'ai une nécessité d'un environnement sustentatoire différente de celui du bachelor qui est en train de se balader dans la vie et de découvrir, partager et apprendre, donner et recevoir. Mais l'objectif de construction n'est pas la même. Et la nécessité d'avoir un capital de temps et d'investissement personnel vers l'extérieur auquel on s'attend que ça revienne, c'est malheureusement une contrainte. Et autant quand tu voyages en vélo, tu trouves pas d'eau ici, tu continues. Autant le fait d'avoir été probablement plus encore dans un village que dans une ville établie quelque part, ça crée une contrainte. Que justement les gens du voyage n'ont pas conservé cette liberté. Et donc cette facilité d'un relationnel qui n'a pas autant besoin d'un jugement de valeur. Mais dans la ville, bien sûr, si c'est une ville comme New York, d'une protection, parce que parfois les mauvaises rencontres sont très coûteuses, pas seulement pour le portefeuille. Mais la question peut-être... Non, vas-y, continue, interromps-moi, c'est mieux. Non, c'est juste ce à quoi je suis en train de penser. La thématique générale, en fait, qu'on a explorée, c'est le nom que j'avais donné aux lettres, tu sais, c'est cheminer sur la voie. Et des discussions que j'ai eues avec les uns et les autres, je ne sais pas, certains peut-être quand on a eu les discussions comme ça collectives, et puis parfois quand on parle de manière individuelle avec les uns ou avec les autres, c'est que cheminer sur la voie, on ne peut que cheminer là où on est. À chaque fois quand quel que soit le chemin que tu prends, ça a toujours été ta voie. Il n'y en a pas d'autres. Et puis les situations, elles sont ce qu'elles sont. Que tu aies une famille, que tu n'en aies pas, que ce soit une grosse famille, enfin une grande famille ou une petite famille, ou que tu sois avec ta famille au même endroit, ou qu'elle soit éparpillée sur l'ensemble du globe, etc. Toutes ces situations-là, en fait, la seule chose avec laquelle on peut travailler, en fait, c'est la situation qu'on a.
Et chacune de ces situations, en fait, elle va nous poser certains défis, elle va nous donner certains potentiels. Et je crois, enfin pour moi, c'est une des choses. Moi, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas l'expérience dans la même mesure que vous par rapport à ces obligations-là. Mais sur d'autres choses, ben, je me suis rendu compte, ben, en fait, il faut parfois juste lâcher prise sur ses propres idées, hein, ou sur comment on voudrait que le monde soit, que ce soit de manière générale ou par rapport à soi-même, pour dire ben, j'essaye de faire le mieux de ce que je peux par rapport à la situation dans laquelle je suis. Et là-dedans, en fait, il y a cette sagesse, je sais pas, donc apparemment qui est une prière, je sais plus qui est à l'origine, qui est de dire donnez-moi la force de changer, hein, ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne pas, d'accepter ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de savoir faire la différence entre les deux. Mais peut-être Françoise et Alexandra, vous avez des enfants, vous, alors qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Parce que là, bon, moi je ne suis pas très qualifié pour pouvoir vraiment donner mon grain de sel. Moi, je pense pas par rapport aux enfants, mais je pense plus par rapport en fait à ce que vous venez de dire, parce que s'ouvrir par rapport au voyage. Moi, je n'ai pas voyagé, donc voilà, donc, un voyage. Mais juste en fait, le nouveau travail que je fais actuellement, le fait justement d'aller voir des personnes. C'est des personnes que je ne connais pas, des personnes âgées. Hein, donc quelque part, c'est ça, s'ouvrir aussi. Tu rentres chez eux pour 1 heure ou 2 heures et tu dois te mettre, pour ceux qui veulent vraiment le faire, voilà, tu dois te mettre à leur hauteur pour pouvoir faire ta prestation correctement et de façon à ce que tu ressentes qu'elles aient le sourire. Mais c'est vachement difficile parce que comme tu dis ça, il faut vraiment s'oublier. Parce que tu ne peux pas arriver avec tes convictions, déjà avec l'âge que j'ai et eux, l'âge qu'ils ont, 98 ans, qu'est-ce que tu veux, tu vois? Donc c'est ça, en fait, je trouve ça chouette parce que ça me fait penser un peu quand tu arrives dans un pays, c'est nouveau, tout ça, tu dois t'adapter, tout ça. Mais là, moi, en fait, c'est ce que je suis en train de vivre, sans voyager, mais en allant justement chez des personnes, je les rencontre, souvent je rencontre des personnes différentes, et c'est ça. Donc en quelques instants, je dois regarder, qu'est-ce qu'il a fait, quelques peintures ou quelque chose dans la maison qui est en rapport avec la personne propre, pour pouvoir ouvrir une discussion et le mettre à l'aise. Pour pouvoir se mettre pas à sa merci, on n'est pas la merci des gens, mais pouvoir donner quelque chose de bien, s'ouvrir à la personne et la mettre à l'aise en fait. Mais c'est ça en fait, je trouve que ça me fait penser un peu à ça, alors avec tous vos beaux voyages que vous avez faits, mais en fait moi je voyage chez les gens en fait. Oui, je crois que c'est un véritable voyage. Lorsque j'illustrais cette temporalité, il arrive même qu'en revenant chez soi, on voyage dans l'endroit d'où on est parti. Parce que l'environnement a changé. Or, cette personne qui a presque un siècle, il amène avec lui un endroit qui n'est plus, mais qui existe encore proche de son environnement à lui. Je l'illustre de la façon suivante. J'avais appris, moi, l'anglais avec une personne qui était partie des États-Unis. Des dizaines d'années plus tard, je vais aux États-Unis. Et les gens me regardent de façon bizarre, en me disant, mais il est bizarre ton anglais, parce qu'il est très pur, très correct, on dirait que ça vient d'un livre, mais il y a quelque chose qui cloche, jusqu'à ce qu'ils me disent, ça y est, j'ai compris, tu parles comme les gens des années 60. Parce que la personne avait pris 20 ans à venir en France, et ensuite, moi, j'avais pris 20 ans à y retourner. Donc, dans les années 2000, mon élocution provenait en fait d'un anglais passé, d'un environnement qui n'existait plus, d'un monde qui n'était pas celui où je pensais que j'allais aller, puisqu'en fait, il avait changé pendant qu'on faisait le voyage, entre guillemets.
Et c'est ça qui est merveilleux dans l'exemple de visiter quelqu'un qui a un siècle. C'est évidemment que c'est un voyage, puisqu'on s'expose à du nouveau, on doit s'adapter à un monde. Comme lorsque je vais dans un pays qui n'utilise pas mon alphabet, mais quel dadais je me sens, ça m'infantilise, je suis même plus capable de voir le panneau qui me donne la direction où je dois aller en suivant la route. C'est humiliant, mais c'est intéressant de se projeter dans ça. Parce qu'on perd pas mal de notre ambition et de notre égoïsme. Et puis je crois on apprend à oser. Tu vois, c'est la même chose qu'Alexandra quand elle va dans une maison et puis tu connais pas les référents des gens. Et alors soit tu peux mettre juste ton masque en disant je fais ma prestation, machin, etc. Je suis une professionnelle et puis j'essaie même pas de voir où je suis et de comprendre ou quoi que ce soit. Ou alors on essaye de se rendre vulnérable. J'essaye d'amorcer une conversation, de comprendre un échange, etc. Et je crois que là, on en a parlé aussi un certain moment, cette vulnérabilité, de l'accepter. De dire, on est dans des situations de la vie, on n'a pas les solutions à l'avance. Est-ce qu'on aurait imaginé les situations dans lesquelles on se retrouve? Non, les choses arrivent et puis personne ne nous a préparés souvent pour vraiment les aborder. Donc en fait, à quel point est-ce qu'on ose ça? Et quand on ose le faire, je dirais, c'est oser l'ouverture. Et là, tout d'un coup, elle commence à être partout. Elle commence à être quand on voyage, elle est quand on va rencontrer des gens, elle est quand on est en train de lire un livre, oui. Elle est quand on est en train de pratiquer notre tai chi ou notre yoga. Tout ça, c'est des trucs, en fait, il y a des mondes qui se cachent là-dedans. Mais est-ce qu'on ose de se dire, tiens, allez, j'accepte, je sais pas, et j'accepte en fait de rentrer dans une écoute pour voir ce qui va émerger. Et ce qui va émerger pour moi, mais là, vous voyez, quand on est en train de parler, il y a plein de choses qui émergent. J'avais aucune idée, personne d'entre nous n'avait une idée que Yan Hui dit à Confucius, je progresse. Que veux-tu dire par là? Demanda Confucius. J'oublie, répondit. On ne savait pas qu'on allait parler des personnes âgées qui allaient visiter Alexandra et des retours en Amérique que faisait Sean, etc. On ne s'attendait pas du tout à ça. Mais ça émerge. Et ça fait sens. Et c'est enrichissant et c'est beau. Parce qu'il me semble que quel que soit l'endroit où on est, toujours dans la vie, on est quand même un peu comme une scène de théâtre où on improvise un rôle qu'on ne connaît pas et on ne connaît pas non plus les partenaires auxquels on va devoir répondre. Et donc, quel que soit le lieu, c'est toujours difficile. Difficile, ça dépend. C'est une remise en question. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que disait Alexandra, c'est que j'y vois de la beauté et de la noblesse, puisque son intention professionnellement est d'aider quelqu'un, mais au-delà de ça, personnellement, elle veut apporter plus. Son intention est en apparence de communiquer avec quelqu'un, mais en amont, elle va regarder l'environnement pour communiquer au même niveau. Si on fait la même chose qu'Alexandra, ça devient beaucoup moins difficile et pénible, puisque au naturel, avec une intentionnalité donnée par la noblesse, on fluit mieux. C'est peut-être pas un mot, ça, mais au lieu de se casser la tête à se poser trop de questions dans un échange trop verbal, comme le propose Christophe, on peut simplifier l'histoire, être moins intello avec son vélo quand on transite dans un endroit imprévu ou inconnu, et simplement jouer ce qui se passe. Et à moins se casser la tête, l'échange en devient beaucoup plus agréable, parce qu'en fait, il est moins contraint. Et de surcroît, je suis sûr que derrière cela, quand Alexandra va réussir à gagner un sourire, une détente, ou je ne sais quel avantage médical, parce que je devine que c'est quelque chose de thérapeutique, peut-être que je me trompe, je prends le risque de le dire, au lieu de craindre de faire une erreur, je m'oriente moi sur la satisfaction qu'elle doit avoir de donner un sourire à une personne qui mérite au demeurant de son expérience passée que quelqu'un plus récent, plus jeune,
lui fasse plaisir, l'amène encore un jour de plus loin dans son expérience. Et ça n'a pas besoin d'être si difficile à partir du moment où les gens ne sont pas contraints, comme la personne qui était dans une ville au lieu d'un village se retrouvait coincée, même pour des choses fondamentales et évidentes. Moi, personnellement, je trouve ça beau. J'ai du mal à le mettre en pratique avec mes voisins et je trouve ça très frustrant. Mais pour les personnes qui y arrivent, je trouve ça très beau. Merci. Ouais. Alors, bon, c'est pas thérapeutique en fait. Tu aides à la personne. Donc, tu vois, ça peut être autant le ménage, les courses, sortir le chien. Mais je pense qu'avant tout, c'est une présence, je pense. Tout ce qui est autour, c'est pas grave. C'est la présence avec la personne et l'échange qui est joli. Et c'est vrai que voilà, il y a plein de choses que peut-être qu'avant, il y a quelques années, j'aurais pas réussi à le faire, mais voilà, aujourd'hui, j'arrive vraiment à, c'est un peu ça, comme Christophe dit, alors je pense que c'est ça, s'ouvrir, hein, je sais pas, mais ça donne, c'est vrai quand la personne, je ressors, elle a le sourire, c'est beau. Moi, ça me fait kiffer et tous les matins, j'ai le sourire pour aller bosser parce que je trouve ça très, très chouette. Vraiment. Je crois qu'il y a... Et en général, Moi, il y a deux mots là que je trouve qui donnent une belle conclusion parce que j'ai les petits messages qui s'affichent. Donc là, il doit nous rester 6 ou 7 minutes. Donc et là, voilà, tu donnes deux beaux mots, je trouve, pour petit à petit clôturer. Le premier, c'était déjà Sean qui disait, mais tu l'as repris, c'est la beauté. Apprécions la beauté des choses. Et c'est pas quelque chose de très compliqué. On sent, c'est beau. Voilà, on a le sentiment que ce soit par rapport à des émotions, que ce soit par rapport à une interaction, que ce soit par rapport, on parlait de la nature, enfin, quelle que soit la chose. Mais juste, apprécions la beauté des choses déjà. Et si on apprécie un peu la beauté dans ce qui est, on a aussi moins envie naturellement de le gâcher, de le détruire. Et donc, au lieu d'être dans une discipline, on se dit, il faut que, etc., il faut que je sois gentil, il faut maintenant que je vais voir la cliente, et puis il va falloir que je lui sourie, etc. Et puis, j'arrive pas à sourire parce que je suis tellement, il faut que... C'est terrible. Et si on voit la beauté de la situation, on se pose même pas trop la question, ça vient tout seul. Donc, je dirais vraiment cette notion de beauté, je crois qu'elle est importante. Et la deuxième, alors, c'est, tu l'as dit, mais oui, présence. C'est surtout un travail de présence, oui, mais donc présence, on pourrait dire, tout le cheminer sur la voie, à un certain niveau, c'est un travail de présence. Comment on est présent. En sachant qu'être présent, ça signifie pas uniquement je suis dans l'instant présent. Oui, ok, mais l'instant présent, notre discussion, elle nous a dit, l'instant présent, c'est tout le passé aussi qui est là. La personne, c'est tout ce qu'elle traîne comme histoire personnelle, de famille, de culture, etc. Et puis c'est tout ce vers quoi on veut aller, c'est tout ça qui est dans le présent, il y a toutes ces dimensions qui sont là. Donc je trouve que vraiment on est parti sur l'idée d'ouverture, et je trouve que la conclusion, ça nous a mené vers la beauté et la présence. C'est pas mal. Et même le partage, Christophe. Et le partage, tout à fait. Tout à fait. La partie que tu soulignais dans notre surprise où la discussion nous avait amené. Donc on remercie notre hôte de nous faire sortir autant de couleurs favorables, décontractantes et agréables à partager. Ces moments que nous avons eus sur notre Zoom de vie aujourd'hui. À se demander si c'est nous qui regardons les personnes à l'écran ou si ça nous permet d'avoir un zoom sur nous-mêmes, c'est chouette. C'est bien dit ça. Allez, je vous remercie vous aussi pour vos partages à vous. Et une bonne semaine à tous. Ouais. Allez. Merci. Au revoir. Ciao.